Dans cette partie, nous allons aborder les ressorts de traction cylindrique aspire. Ces ressorts sont habituellement fabriqués à partir d'un fil de section circulaire et formés en spire jointive. Il n'y a pas d'espace entre les spires. Ces ressorts sont légèrement préchargés au moment de leur fabrication par une tension initiale F0 valant de 10 à 25% de la charge maximale admissible. La déformation lors de la surcharge n'est pas limitée comme dans le cas des ressorts de compression. C'est-à-dire, il n'y a pas d'effet de bloc solide. Et ça veut dire aussi, si on dépasse la limite ou bien on surcharge trop le ressort, il va se déformer en permanence et il va se détériorer. La partie active du ressort est sollicitée à la torsion. Bien sûr, l'étude de ces ressorts du point de vue contrainte, énergie stockée, association de ressorts est analogue à celle des ressorts de compression que nous avons déjà exposés dans les tutos précédents. Nous allons examiner quelques formules utiles. Nous avons ici la flèche exprimée par cette expression, aussi la raideur K. Nous avons aussi l'énergie stockée. On remarque ici l'apparition de la tension initiale F0 dans ces expressions-là. On remarque aussi que le pas du ressort n'intervient pas dans les calculs. Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'appliquer ces formules durant les séances des travaux dirigés. On laisse la partie active et on passe aux anneaux, ou bien aussi on peut les appeler boucles ou bien les attaches. La forme de l'attache dépend du type de fixation dans l'assemblage et du type d'accrochage. La forme la plus courante correspond à celle d'une spire relevée. La boucle est la partie la plus faible du ressort de traction et c'est l'endroit qui est le plus souvent endommagé. Ces attaches-là sont soumises à trois forces. On trouve la force de traction, la force ou bien la charge de torsion et la charge de flexion. Ces trois forces créent des concentrations de contraintes aux endroits des rayons de transition. C'est pourquoi il faut veiller à ce que la force exercée sur le ressort ou bien sur l'attache soit centrée. Sinon, le risque de rupture de l'attache augmente. En outre, le rayon de transition petit r entre la partie active et l'attache doit en principe être supérieur au rayon du fil. Comme ça, on va éviter des concentrations de contraintes. On passe maintenant au façonnage de ces boucles ou bien de ces anneaux. On trouve sur cette figure quelques types d'anneaux pour des ressorts de traction. Nous avons ici l'anneau allemand, le même anneau mais en double anneau allemand. Nous avons l'anneau tangent. Aussi, nous avons un anneau, c'est la même forme mais allongé. Ici, on passe à l'anneau anglais ou bien l'attache anglaise. La forme est différente. Nous aurons l'occasion à la fin de ce tuto d'exposer les ressorts avec des anneaux tournants ou bien les ressorts coniques de traction. On va examiner ces deux boucles, c'est-à-dire la boucle allemande et la boucle anglaise, car ce sont les boucles les plus répandues. On voit ici une boucle allemande. On voit ici la transition avec le rayon R, la formation de la boucle. C'est la même vue sur différents angles. Nous avons ici la boucle anglaise. On voit ici que cette boucle, elle est ramenée vers le centre avec un centrage ici, avec un petit rayon ici. On voit ici le centrage. La boucle, elle revient vers le centre, puis on forme la boucle. On voit ici le rayon de centrage. La boucle anglaise se caractérise par une géométrie à faible rayon de courbure, c'est-à-dire on parle de ce rayon R3, donc elle donne lieu à des contraintes plus fortes, bien sûr, à cause de ce centrage-là. Par contre, la boucle allemande, on voit ici le rayon R2, il est différent du rayon R3. La boucle allemande a des rayons de courbure plus grands, mais elle offre l'avantage d'être plus facile à fabriquer et aussi à dessiner. On va ajouter ici une remarque concernant les anneaux tangents. Les ressorts avec attache sur le côté ou bien anneaux tangents ou relevés sont conçus pour travailler dans des applications où les attaches font bouger des parties mécaniques sur plusieurs plans de travail. On peut voir ça en examinant la théorie du mécanisme. Nous allons passer à la zone graphique de SolidWorks pour dessiner un modèle de ressort de traction. Et comme nous avons
avons l'habitude de le faire, nous allons choisir un ressort à partir d'un catalogue. Examinons ce catalogue-là. Voilà, nous avons ici le ressort. On peut considérer ici qu'il s'agit d'une boucle anglaise car elle est relevée ou bien elle revient vers le centre avec un cintrage ici. On peut dire que ce cintrage est un peu serré. Puis on forme la boucle vers l'extérieur. Donc on peut dire qu'il s'agit d'une boucle anglaise ramenée vers le centre et relevée dans le même sens pour des raisons de montage. C'est-à-dire les deux boucles ne sont pas inversées, sont dans le même sens. Vous allez voir par la suite que ces orientations des boucles nous obligent parfois à changer les intentions de conception. Et parfois même, c'est difficile de trouver les solutions. Comme dans ce cas, les deux boucles doivent être sur le même plan. Les deux boucles se superposent. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ici dans ce catalogue? Nous avons ces trois valeurs-là. Le diamètre du fil, bien sûr, c'est la base. Nous avons aussi le diamètre extérieur, DE, ici le diamètre du fil. Et nous avons la longueur L0, c'est la longueur libre sous boucle. La distance à partir de ce point de la boucle jusqu'à ce point, la longueur L0. Donc, les autres valeurs, nous aurons l'occasion de les examiner à travers des exercices ou bien des applications. Alors, pour le diamètre du fil, nous allons choisir un diamètre de 4, un diamètre extérieur de 28 et une longueur de 136. Donc, c'est notre but. Il faut partir de ce diamètre et arriver à une longueur L0 de 136. Les autres valeurs ne nous intéressent pas pour le moment. Alors, on revient à la zone graphique. On va choisir le plan de face. On va commencer par le plan de face. On va esquisser un cercle qui sera la base de notre hélice. On va lui donner une cote de 24 mm. Pourquoi? Pour ajouter 2 fois 2 pour avoir une cote de 28 pour être conforme avec les dimensions choisies. On va positionner une ligne horizontale, une ligne de construction qui va servir uniquement de repère. On va passer à l'isométrie. On va installer notre hélice. Bien sûr, moi j'ai mis l'outil ici. Vous pouvez passer à la fonction et choisir l'hélice à partir de cette icône-là. C'est la même chose. Je vais choisir l'hélice. Je préfère toujours inverser la direction pour aller dans le sens, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire le contraire. Maintenant, on va définir notre hélice à partir d'une hauteur et des révolutions. Pourquoi? Tout simplement pour retrouver la longueur L0 qui est de 136. On peut le faire même avec des pas et des révolutions, mais ça sera facile avec une hauteur et des révolutions. On va partir d'un pas constant. La hauteur, je vais introduire la hauteur que j'ai déjà calculée, une hauteur de 91 mm. Bien sûr, cette valeur-là, elle est liée au nombre de révolutions. Là, nous avons une seule révolution. On part de ce point et on revient à ce point. Nous avons une seule révolution. Par contre, ici, avec une hauteur de 91, une seule révolution, notre hélice prend cette forme-là. Pour le nombre de révolutions, on va choisir une vingtaine de tours pour assurer un pas juste supérieur à 4 mm. Vous allez comprendre. Par exemple, si je vais choisir une quinzaine de révolutions. Mon hélice prend cette forme-là, mais là, j'ai un pas de 6 mm. Le pas doit être aux alentours de 4 mm. Un peu plus, ça peut aller. Je peux, par exemple, choisir 25. On voit ici que le pas est inférieur à 4 mm. Alors, on doit avoir un nombre de révolutions autour d'une vingtaine de révolutions. Si on choisit 20, là, on touche au pas de 4 mm. Ce pas est lié à cette hauteur, bien sûr. Examinons maintenant l'angle de départ. Si on choisit un angle de 0 degré, on va mettre ici 0 degré. On voit ici que ce point et ce point se trouvent sur le même prolongement. Donc, le point d'arrivée et le point de départ sur le même prolongement. Et ceci ne nous arrange pas. Pourquoi? Parce que nous avons les deux boucles qui reviennent au centre. C'est-à-dire, si on laisse ce point comme ça, on va revenir avec la boucle dans ce sens. Par contre, celle-là, elle va revenir dans l'autre sens et nous n'aurons pas les deux boucles sur le même plan. C'est ça la difficulté. Comment remédier à ça?
nous allons jouer sur le nombre de révolutions et l'angle de départ. Examinons ça de près sur une vue de face. On va zoomer au mieux. Là, nous avons ici, c'est le point d'arrivée et là, révolution 0, c'est le point de départ. On voit ici que les deux points se retrouvent sur le même prolongement. On va zoomer au mieux. Alors, pour résoudre ce problème, on doit décaler les deux points. On va commencer par le premier point, le point de départ. Là, nous avons l'angle de départ. On va par exemple décaler de 20 vers le bas, c'est-à-dire il y a 360, on va prendre 340. Là, nous avons notre point de départ qui est décalé par rapport à ce repère-là de 20 degrés. Mais l'angle d'arrivée ou bien le point d'arrivée, il suit toujours parce que nous n'avons pas changé le nombre de révolutions. Alors, il faut le détacher. Comment le détacher? Puisque SolidWorks ne donne pas la possibilité de définir l'angle d'arrivée ou bien le point d'arrivée. Alors, pour résoudre ce problème, on doit décaler ces deux points pour avoir la possibilité de centrer, si on peut dire ça, les deux boucles sur le même plan. On décale donc ici de moins 20 degrés, le point de départ, et pour le point d'arrivée, on va jouer sur le nombre de révolutions pour atteindre un angle approximativement égal à 20 degrés dans l'autre sens. On va ici d'ajouter une demi-révolution et on va voir. Là, nous avons le point d'arrivée, il est décalé ici, mais il est trop loin du point de départ. On va ajouter encore par exemple 2 incréments. 7, là, on voit ici que le point d'arrivée, il commence à descendre. Donc, je peux aussi ajouter 2 incréments. 9. Là, on voit ici que le point est décalé, mais il est un peu rapproché de cette ligne-là. Comment on peut déceler ça? On va prendre par exemple un zoom. On voit ici le curseur. Si on dépose ce curseur approximativement au centre, et on va lire la valeur X sur la ligne d'état ici. On voit là, donc je reviens avec le curseur, essayer de le mettre au centre. Là, j'ai une valeur de presque 11,28. Par contre, ce point-là, on va examiner ce point, il est à 11,50. C'est-à-dire il est un peu avancé. Donc on peut ici revenir 8 et je peux aussi ajouter un autre 8. Là, notre point est monté. On doit avoir 11,28. Là, il a reculé. Donc je peux ajouter encore plus de précision. Là, je suis à 11,28, mais je peux aussi ajouter, là, je suis à 11,23. Ici, je dois trouver 11,23 aussi. J'ai 11,28 et là, j'ai 11,28. Je retrouve 11,23, 25, 28. Donc là, je suis approximativement sur le même prolongement de ce point-là. Ici, il n'y a pas la possibilité de tracer une ligne de construction et mettre ces deux points à la verticale, car nous sommes sur une fonction d'hélice qui est paramétrique. On laisse ça comme ça, avec cette précision-là. Donc, on va valider ce choix-là. Voilà. Et on revient sur notre hélice. Là, nous avons le point de départ qui est décalé de moins 20 degrés. Et là, j'ai un point qui se trouve quelque part à 20 degrés, mais avec une précision que je peux dire pas exacte. Je vais vous expliquer maintenant mon intention de conception, c'est-à-dire à partir de cette hélice qui est la partie active de ce ressort-là, je vais la joindre aux boucles. On doit encore dessiner d'autres courbes qui vont représenter la boucle ou bien la tâche ou bien l'anneau de gauche et l'anneau de droite. Par la suite, on va composer toutes ces courbes-là en une seule et passer à la fonction de balayage. C'est ça notre intention de conception. Maintenant, nous allons commencer par la boucle. On peut appeler ça la boucle de gauche. On va s'appuyer sur le plan de face. Donc, je vais le mettre normal à notre vision. On va esquisser une esquisse. Je commence par dessiner un cercle que je cote 24 mm. J'ajoute encore une ligne repère horizontale. Là, j'ai besoin d'une autre ligne. Je lui donne un angle de 20 degrés. Alors, vous devinez déjà qu'il s'agit du point de départ. C'est l'intersection du point de départ. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un rayon de centrage. Notre hélice, le point de départ ici. Je vais créer un rayon de centrage qui part de ce point et il revient sur cette horizontale. Je passe
ici pour prendre un rayon à 3 points. Je zoome, je prends ce point, ou bien ce point, c'est la même chose. Il faut afficher les relations d'esquisse. Là, comme ça, ils vont nous aider pour l'accrochage de nos entités. Alors, je commence par ce point-là. Je suis à l'horizontale, un arc 3 points et l'intersection, elle est là. Je commence par ce point. Je zoome pour avoir remarqué bien la forme sur la partie jaune. Là, je suis avec la ligne de construction, mais là, je suis à l'intersection. C'est le point cherché. Je valide ici et je vais déposer cet arc-là, plus une cotation pour être sûr. Le rayon, bien sûr, il est de 12 mm. Là, je dois supprimer le cercle de base qui m'a servi pour réaliser cet arc-là. Je zoome un peu. On va centrer cet arc-là. Je passe ici pour créer un congé d'esquisse, tout simplement. Je vais lui donner un rayon supérieur au rayon du fil du ressort. Le rayon du fil du ressort est de 2 mm. Donc, je peux choisir 3 mm. Je vais sélectionner mon arc et je vais sélectionner cette ligne-là. Donc, le sens est correct. Je valide. Là, un message qui m'indique qu'il y a des relations qui vont disparaître. Ces relations ont une liaison avec ces lignes de construction. Oui, je suis d'accord. Là, je valide. Et voilà mon arc. Remarquez ici que mon arc, suite à cette opération-là, une création d'une tangente ici. Donc, je sélectionne. Vous avez un morceau de l'arc et ici un morceau. Et automatiquement, une relation de tangence a été créée sur ce point-là. Voilà aussi une tangence avec cette ligne horizontale. C'est ce que je cherche. Je valide. Là, mon esquisse, elle est sous contrainte. Pourquoi? Parce que j'ai éliminé les relations d'esquisse de tout à l'heure. Et là, c'est la phase ou bien c'est l'opération la plus importante. Il ne faut pas laisser cette esquisse comme ça. Il faut créer un point de rencontre avec notre courbe d'hélice. Je vais zoomer. Je vais sélectionner ce point de cette esquisse que je suis en train de dessiner avec la touche CTRL et je vais créer ici un point de rencontre. Je valide ici ou bien je valide ici, c'est la même chose. Donc, je peux valider là. Un point de rencontre a été créé. Je valide. Donc là, le point de rencontre il est créé entre le point 9 d'esquisse et l'arête 1. Je valide. Voilà. Là, je vais valider mon esquisse. Pardon, je reviens à mon esquisse et je vais éliminer ces lignes-là pour ne pas vous encombrer trop l'écran. Je valide, je passe à l'isométrie. Maintenant, je vais me baser tout simplement sur les plans de base. Je ne vais pas créer un autre plan, donc je peux utiliser ce plan-là. Vous pouvez remarquer ça sur la vue de face. Là, c'est le plan dessus. Là, c'est le plan droit. Ce qui m'intéresse, c'est le plan de dessus. Donc, je peux m'appuyer sur ce plan-là pour dessiner mon anneau. Alors, je passe à l'esquisse. Là, je vais dessiner une ligne verticale qui va contenir toutes les lisses. Et je commence ici par dessiner un cercle sur lequel on va former notre anneau. Je lui donne une cote. Je peux donner 24 ou bien même je peux donner moins. Je peux donner par exemple 23 pour avoir un anneau qui ne dépasse pas la zone active. On peut le faire. J'ajoute encore une cote à partir du centre jusqu'à ce point. Une cote de 13. J'aime pas que mes cotes s'entrecroisent. Je peux la garder ici, de 13 mm. On va créer un arc qui part de ce point et il va joindre ce cercle-là. Mais il va joindre ce cercle-là à un point d'intersection. On va créer ce point d'intersection. Je vais créer une ligne de construction avec une cote. Je peux donner le diamètre du fil, il est de 4. Je peux prendre plus ou bien un peu moins. Ça peut aller, mais je préfère garder le diamètre du fil. Maintenant, je vais joindre ces deux points-là avec un arc 3 points. Je commence ici. Vous comprenez pourquoi j'ai éliminé tout à l'heure les lignes de construction. Pour vous donner une clarté sur le choix de ce point-là. Là, je vais choisir ce point. Je cherche l'intersection ici. Voilà, je la trouve ici. Si vous avez une difficulté de trouver ce point, il faut zoomer encore. Là, j'ai l'intersection. Avant de valider, il faut le positionner approximativement tangent à cette courbe et tangent à cette courbe de cette manière-là. Mais il faut ajouter une relation avec la touche CTRL
CTRL pour sélectionner les deux entités et une tangence ici. Encore, ce point-là, il faut créer un point de rencontre comme tout à l'heure. Touche CTRL, il faut créer le point de rencontre. Elle est créée. Je valide et mon esquisse ici, elle est totalement contrainte. Là, c'est une boucle fermée. Il s'agit d'un ressort. Il faut ouvrir cette boucle. Pour ouvrir cette boucle, on va dessiner une ligne de construction qu'on va positionner avec un angle. Cet angle, suivant que la boucle anglaise ou bien la boucle allemande, on remarque que les boucles anglaises sont trop fermées par rapport aux boucles allemandes, qu'on peut choisir ici arbitrairement un angle de 60 degrés. Je passe au ciseau. N'oubliez pas d'ajuster au plus proche. Je vais éliminer les parties indésirables. Je vais passer à l'isométrie et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Notre boucle a pris la forme. On passe à la partie de droite ou bien l'anneau de droite. Nous avons oublié de valider cette esquisse-là. Donc nous avons notre hélice, la première esquisse raccordée avec un point de rencontre. Nous avons réalisé l'anneau. Aussi, on a créé un point de rencontre. Par la suite, vous allez comprendre pourquoi nous avons créé ces points de rencontre. Donc, on passe la partie de droite. On va s'appuyer, bien sûr, sur le plan de face. Donc, je vais créer, parce que là, mes plans de base, ils sont là. Là, j'ai rien. Je vais créer un plan, bien sûr. Je vais m'appuyer ici, sur le plan de face. Et pour la deuxième référence, il faut que mon plan passe par ce point-là. Là, mon plan est totalement contraint. J'ai pas besoin d'ajouter autre chose et je valide. Maintenant, on va créer l'autre anneau. Ici, on va pas s'appuyer sur le plan dessus pour éviter une certaine erreur parce que ce point que nous avons créé ici, avec une précision de 4 chiffres, mais ça reste toujours une imprécision. Alors, pour remédier à ça, le plan, on va s'appuyer sur le plan dessus, mais on va créer un autre plan qui va passer par ce point-là. Je vais passer ici pour créer un plan. Ce plan, je vais m'appuyer sur le plan de dessus. Mais mon plan doit contenir ce point-là. Voilà. Mon plan est totalement contraint, je valide. Même si je vais afficher ce plan, on va voir que les deux plans, ils sont coplanaires. Mais il y a un petit décalage non décelable ici, c'est-à-dire on ne le voit pas. Je vais m'appuyer maintenant sur ce plan 2. Je vais faire une esquisse ici. Je vais dessiner de la même manière un cercle qui va contenir notre anneau de droite. On va lui donner une cote de 23. Là, je vais coter la longueur totale. Pour retrouver, souvenez-vous, la longueur libre L0, c'est-à-dire cette cote, elle doit être égale à 91, c'est la longueur de notre hélice, plus les 13 mm du premier anneau, plus les 13 mm du deuxième anneau. Là, nous avons une longueur de 117 mm. Je passe à l'isométrie, je vais cacher ce plan-là, les deux anneaux avec la partie active. Pour passer à la fonction de balayage, il faut composer toutes ces entités-là en une seule courbe. Là, nous avons l'icône des courbes composites. Je vais commencer par cette esquisse, l'hélice, là, cette esquisse et cette esquisse, c'est-à-dire nous avons 4 esquisses et une hélice. On les retrouve ici et on valide. Et nous avons ici une erreur. Pour remédier à ça, on va éliminer ça et on va procéder étape par étape. Donc, je passe pour vérifier cette hélice, cette partie. Là, c'est bon. L'erreur n'est pas là. Je vais encore aller plus loin. Celle-là et celle-là. Je valide. Là, c'est bon. Ce n'est pas l'erreur, elle n'est pas là. Maintenant, je compose encore de l'autre côté cette esquisse avec cette esquisse. Je valide, c'est bon. Donc, notre erreur, elle est là. C'est-à-dire, nous n'avons pas créé de point de rencontre.
ici. On va revenir ici, revenir sur cette esquisse-là. Cette esquisse-là, c'est l'esquisse numéro 4. Donc, je reviens sur cette esquisse numéro 4. Voilà. Je passe à l'isométrie. Ici, nous n'avons pas créé de point de rencontre. On va sélectionner ce point, CTRL, la touche CTRL, et on va créer ce point de rencontre. Je vois parfois c'est bien de faire ces erreurs-là. On va valider. Je reviens pour composer ma courbe. On va choisir cette esquisse, l'hélice et la cinquième. Donc, les 4 entités sont là. Notre courbe est passée. On passe directement au balayage. Pour le balayage, on peut choisir ici un plan, mais attention, le plan doit être incliné ici de 60 degrés par rapport à ce point de rencontre. Sinon, vous ne pouvez pas créer la section du fil. Là, il faut faire plus simple. Je passe directement au profil circulaire. À partir de la courbe composite, je vais choisir cette courbe-là et un profil circulaire. On va choisir le diamètre du fil, il est de 4 mm. Notre courbe composite, elle est là, on valide. Voilà notre ressort. On va cacher la courbe composite. On passe à ce mode d'affichage et on voit notre ressort avec les 2 boucles relevées vers le haut. Si on examine la vue de face, nous avons les deux boucles sont sur le même plan, ce qui est conforme à notre catalogue là. Donc nous avons les 2 boucles relevées et nous avons les 2 boucles ramenées sur le même plan. On revient sur cette vue là. Et on va vérifier si on peut trouver la longueur libre R0. Là, je vais m'appuyer sur le plan dessus. Je vais esquisser une ligne. On va chercher ce point-là. Aussi, encore, je vais créer une ligne horizontale. Et on va coter entre cette ligne et cette ligne. Nous avons 136 mm. Si je reviens sur le catalogue, donc R0, elle est de 136. On peut sauvegarder, lui donner une texture, bien une couleur, et on va sauvegarder ce ressort-là. Outre les formes cylindriques les plus répandues, des ressorts de traction, avec une caractéristique de ressort linéaire, on fabrique aussi souvent des ressorts de traction coniques ou en forme de tonneau. On va examiner ça sur ces figures-là. Là, nous avons un ressort conique avec 2 boucles classiques, et là, nous avons une forme de tonneau. En plus d'une caractéristique de ressort progressive, une durée de vie plus longue est obtenue. Alors la différence entre ces ressorts, celui qu'on vient de dessiner, et ce que ces ressorts ont une durée de vie plus longue, suite à la progressivité de la caractéristique de ces ressorts-là. Nous allons passer et réaliser ce type de ressort, mais pas avec 2 anneaux. Nous allons réaliser un ressort conique avec des éléments tournants indépendants, c'est-à-dire vous allez voir sur ces figures-là. Nous avons ici un ressort conique avec un diamètre de fil petit d et nous avons ici un anneau avec un diamètre de fil plus grand des 2 côtés. Là aussi, c'est la même chose. Là, on remarque ici que le diamètre est supérieur à celui du fil. Et là, nous avons une vis à tête bien conique ou bien fraisée insérée à l'intérieur du ressort. Donc, ces ressorts sont répandus pour leur durée de vie longue. On voit ici la position de l'anneau à l'intérieur du ressort. On passe à la partie graphique de SolidWorks et on va examiner ce ressort-là. La base, c'est toujours une hélice. On va examiner la conception de cette hélice. Il n'y a rien de sorcier, uniquement cette hélice-là. Avant de passer au balayage, on va commencer par le cercle de départ. Nous avons pris un cercle de diamètre de 5 mm. À la révolution 0, nous avons un diamètre de 5 mm. On passe au premier point. Je vais essayer de zoomer au mieux. Voilà, je reviens ici au premier point, plutôt le deuxième point. Le deuxième point a une révolution de 0,5 et un diamètre de 5 mm. C'est-à-dire ici, je suis parti d'un pas et des révolutions. J'ai choisi ici un pas variable, mais pas vraiment. Vous allez voir ici que je travaille avec un pas constant. C'est ça l'astuce. Ce qui change, au contraire, c'est le diamètre. Pourquoi? Pour garder le même pas, parce qu'il s'agit de spire jointive et un ressort de traction. Ce qui change, c'est la forme, c'est-à-dire on va avoir un cône de départ, une partie cylindrique et un cône de fermeture. Là, c'est le premier point. Là, c'est le deuxième point.
point et on garde le même diamètre. Là, on va passer un diamètre supérieur sur, voilà le point. On va partir vers le troisième point. On a 5 révolutions et un diamètre de 16 mm. Mais toujours le pas est constant. C'est le troisième point. Le quatrième point, on doit rester sur un cylindre. C'est le quatrième point. Donc, on doit rester sur 16 mm. Nous avons ajouté ici 15 révolutions pour avoir une longueur du ressort. Là, on peut dire que c'est la longueur active. Je vais passer au cinquième point. Il est là, le cinquième point. C'est-à-dire, nous sommes revenus sur 5 mm pour avoir la conicité. Et on ferme avec un demi ou bien on ferme avec une demi-rotation pour fermer le ressort. Mais attention, avant de passer au balayage, c'est-à-dire à la fabrication de ce ressort, il faut incorporer ou bien il faut insérer les éléments indépendants, c'est-à-dire s'il s'agit de boucles ou bien s'il s'agit de vis à tête conique. On va fermer ici et on va passer au balayage. Pour le balayage, nous avons choisi un diamètre de 2 mm suivant le pas et nous avons réalisé ce ressort-là. On va cacher par exemple cette hélice. Vous avez le ressort. J'arrive au terme de ce tuto. J'espère bien que nous avons touché les points essentiels des ressorts de traction. La difficulté reste toujours, c'est la réalisation de ces boucles-là. Voilà, j'espère qu'on va se retrouver avec un autre tuto et un autre type de ressort. Merci pour votre attention.